La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Les frappes israéliennes sur l'Iran sont intervenues trop tard pour figurer dans les journaux. Oui, en tout cas dans leur version imprimée, mais les services web des quotidiens sont au 100 coups ce matin. Pour vous informer aussi vite qu'Europe 1, cette campagne militaire est un moment décisif dans l'histoire de l'État d'Israël et du peuple juif, a déclaré le ministre israélien de la Défense, rapporte le site du Figaro. Selon lui, ces frappes sont le dernier moyen d'empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires qui sinon mettront en danger notre propre existence, a-t-il encore déclaré. Israël met aussi en garde ses citoyens contre les représailles. Le régime iranien va tenter de nous attaquer en riposte et le bilan attendu sera différent de ce à quoi nous sommes habitués, a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir dans une intervention télévisée. Et puis, beaucoup plus prosaïquement, ces frappes ont aussi déjà des conséquences géostratégiques. Le prix du pétrole s'est déjà envolé sur les marchés à plus de 12%. Alors les journaux ne pouvaient pas prédire ces frappes. Néanmoins, elles étaient hautement envisageables depuis quelques jours. Et oui, depuis l'adoption d'une résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'était mardi. Selon cette instance onusienne, rapporte Yves Bourdillon des Échos, Téhéran était désormais hautement suspecté de cacher un programme clandestin de production de bombes atomiques. La IEA de préciser que selon une évaluation, l'Iran avait accru de 50% ces 3 derniers mois son stock d'uranium enrichi et disposait de quoi fabriquer 9 bombes. Selon le journal, Donald Trump a eu pendant 40 minutes Benjamin Netanyahou au téléphone et l'a fermement enjoint de ne pas lancer ses propres raids. Force est de constater que le président américain n'a pas été entendu. Retour en France avec la situation dans les prisons. Dimitri, est-ce que vous habitez à côté d'une prison ? Non. Eh bien, je ne vous le souhaite pas. On vous en parlait lundi sur Europe 1. Le Parisien, aujourd'hui en France, consacre sa une aux nuits infernales que vivent les riverains des établissements pénitentiaires. Cris de détenus, musique à fond en pleine nuit, mais le summum est intervenu à Agen il y a 8 jours, où des individus ont tiré un feu d'artifice à minuit devant la prison de la ville pour fêter l'anniversaire d'un détenu. Dans ce climat général, un sondage Odoxa Backbone Consulting publié par le Figaro nous indique que les Français aspirent à un tour de vis sécuritaire. En la matière, commande Gaël Sliman, le patron d'Odoxa, les Français pensent que rien ne va, que tout empire. Et pourtant, Bruno Retailleau est largement épargné par les critiques. 9 mois après sa nomination, le bilan du ministre de l'Intérieur est jugé positivement par 51% des personnes interrogées et même 53% des électeurs du RN. Alors Bruno Retailleau est depuis 9 mois à Place Beauvau, François Bayrou depuis 6 mois à Matignon. Oui, 6 mois en amour, c'est déjà une histoire. Mais en politique, ça peut déjà être une impasse. Un demi-anniversaire avec peut-être un demi-feu d'artifice, même si je pense que les riverains de Matignon peuvent quand même dormir tranquilles, parce qu'il n'y a quand même pas de quoi hisser les couleurs. 6 mois, c'est tout de même l'occasion pour les journaux de s'intéresser au couple assez atypique que forme l'exécutif. Alors d'abord, signale Cécile Cornudet des Échos, Bayrou ne parle plus de Jean-Claude. Qui ça ? Oui. Eh bien Jean-Claude. C'est qui Jean-Claude ? C'est comme ça, paraît-il, que François Bayrou appelait Emmanuel Macron devant ses proches afin de ne pas éveiller la curiosité alentour. J'ai vu Jean-Claude qui m'a dit qu'il allait dissoudre. Ça passe effectivement plus inaperçu que dans les bistrots du 7e, que si vous citez nommément le locataire de l'Élysée. Bref, il ne parle plus de Jean-Claude, il ne parle plus de Macron, tout court. Le couple s'est installé dans une sorte d'indifférence affectueuse, écrit Cécile Cornudet. Bayrou ne réagit pas aux agacements présidentiels, il laisse glisser. Il ne prévient même pas le président avant son 20h de TF1 avant-hier, parce qu'il n'y avait pas pensé. Et ce, alors que Macron est 45 minutes plus tard sur France 2. Bref, on sent que ce n'est plus complètement les feux de l'amour. Mais quel est le programme des deux hommes pour les 6 mois qui viennent ? Bon, 6 mois, c'est peut-être un peu ambitieux, mais selon Laurence de Charette du Figaro, la suite de cette histoire indifférente et affectueuse va d'abord consister à enterrer le rapport sur les frères musulmans. Pas de vague. D'ailleurs, dans le rapport, c'était prévu, rappelle-t-elle, ses auteurs y dénoncent noir sur blanc notre cécité chronique et notre coupable immobilisme. Oui, on va leur donner raison. Une fois cela fait, et en croire Gaëtan de Capelle, maintenant, ils vont préparer les Français à 2 nouveaux impôts. Quoi ? Ils nous ont promis qu'il n'y aurait aucune augmentation et une chasse impitoyable aux économies. Oui, sauf que la fragilité politique du Premier ministre incite plutôt à penser que c'est l'inverse qui va se produire. Selon un scénario écrit à l'avance, explique le patron du Figaro Économie, il faudra bien, pour éviter la censure, monnayer la collaboration des socialistes, ce parti obsédé par la fiscalité, nourri au piquettisme et saisi de zoukmania.
piquetisme et zoukmania, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à un truc un peu comme ça. Ah oui, d'accord. T'y attendais pas. Vous êtes sûr que ça s'écrit pas pareil ? Zoukmania, piquetisme, zoukmania. Zoukman, l'économiste qui veut taxer les ultra-riches. Piketty, l'homme qui veut taxer tout le monde. C'est moins bon que Cassave, mais ça risque d'être le tube de la rentrée. Allez, pour finir, un petit mot quand même sur ce qui va alimenter les conversations des bistrots aujourd'hui, parce que nous sommes vendredi 13, ce sera d'ailleurs le seul de l'année, et ça, le Parisien ne pouvait pas passer à côté, nous non plus d'ailleurs. Alors, est-ce que ça porte bonheur ou malheur ? Éternelle question. En tout cas, les Français sont de plus en plus superstitieux, nous informe Thomas Poupeau. Aujourd'hui, ils seront 2 à 3 fois plus nombreux à jouer au loto qu'un vendredi normal. Alors donc, je vous disais que je suis en mesure de vous donner le nom du grand gagnant de ce soir. Voilà, quel suspense. Alors, qui va gagner ? C'est la Française des Jeux. Ah oui, d'accord. Ceci dit, vous avez Bon, c'est raison. pas le loto ce soir, hein. Et donc l'État. C'est l'euro-million. Ouais, C'est pas la même euro-million. chose ? Si, il y a un super loto. Ah bah attendez, Dimitri. Il y Moi, a un je ne joue super qu'à loto. l'euro-million. C'est Non. beaucoup plus gros et c'est beaucoup plus engageant. je Il y a trouve. un super, il Vous y a avez un autant de super chances de loto gagner, de la vous en faites chance. pas. C'est quoi ? Alors non, mais vous avez vu cette étude d'Olivier Babot nous en parlait cette semaine. Les gens sont persuadés qu'ils ont plus de chances de gagner au loto que de Mais gagner de l'argent en achetant des actions. Erreur fatale. C'est sûr, ça gagne moins, mais bon, ça gagne plus souvent malgré tout. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.